Bonjour à tous et bienvenue pour la 8e vidéo de notre rétrospective 2023. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs joueurs et joueuses qui ont fait leur entrée ou leur retour dans le top 100. Et je commence par le Chilien Nicolás Jarry. Alors dans son cas, c'est évidemment un retour dans le top 100, puisqu'il en avait déjà fait partie de 2018 à 2020. Il a même occupé le 38e rang à la suite de sa première victoire en tournoi ATP à Bastad en juillet 2019. Reconnu positif à un contrôle antidopage, il est finalement disculpé, mais ses 11 mois d'inactivité le font plonger au classement. Il reprend finalement la compétition au début de l'année 2021, mais s'il retrouve assez rapidement sa place dans le top 300, il peine ensuite à sortir de la jungle que constitue le circuit Challenger. Il débute donc 2023 seulement au 153e rang mondial et doit passer par les qualifications de l'Open d'Australie. Il s'en extirpe et passe encore le premier tour avant d'être battu par la révélation du tournoi Ben Shelton. Il sort à nouveau des qualifications lors de l'ATP 500 de Rio, et poursuit sa route jusqu'en demi-finale où il n'est battu que par Carlos Alcaraz. Il fait mieux encore la semaine suivante puisqu'il remporte le tournoi de Santiago, son deuxième titre sur le circuit ATP. Désormais de retour dans le top 100, il franchit encore 2 tours à Monte-Carlo, puis il remporte un deuxième titre à Genève en dominant notamment Casper Ruud, Alexander Zverev et Grigor Dimitrov. Sur sa lancée, il bat Tommy Paul au deuxième tour de Roland-Garros avant de se hisser en huitième de finale, le premier de sa carrière en Grand Chelem. Il n'y est battu que par Casper Ruud, le futur finaliste, en 3-7 serrés. Il prouve ensuite qu'il n'est pas qu'un joueur de terre en réalisant quelques belles performances sur gazon. Il bat notamment Stefanos Tsitsipas à Halle avant d'être arrêté par Alexander Zverev en quart de finale. Puis il passe encore 2 tours à Wimbledon où seul Carlos Alcaraz peut l'arrêter, et encore c'était en 4-7. Durant l'été, Jarry atteint encore un quart de finale à Los Cabos, puis passe à nouveau 2 tours en Grand Chelem lors de l'US Open. En fin de saison, le Chilien bat encore Tsitsipas au premier tour de Pékin et il n'est éliminé que par Zverev en quart de finale. Puis il atteint un autre quart de finale, cette fois-ci à Shanghai, son tout premier en ATP 1000. Cette saison exceptionnelle lui permet, à 28 ans, d'occuper le 19e rang mondial, de loin son meilleur classement. Et vu ce qu'il a démontré, il pourrait très bien aller beaucoup plus haut, et d'ailleurs sur n'importe quelle surface. Pour notre deuxième sélectionné, il s'agit également d'un retour au plus haut niveau. À 33 ans, l'Allemand Jan-Lennard Struff a déjà connu son heure de gloire. Il a en effet fait son entrée dans le top 100 pour la première fois il y a une dizaine d'années, et après plusieurs saisons de résultats plutôt corrects sans créer réellement d'exploits, il atteignait enfin le top 30 en 2020, à la suite d'un premier quart de finale en Masters 1000 à Cincinnati. Un an plus tôt, il avait aussi réussi son plus beau résultat en Grand Chelem à Roland-Garros, où il avait atteint les huitièmes de finale. Il a aussi battu quelques joueurs de renom durant cette période, notamment 2 fois Tsitsipas ou encore Zverev, Medvedev, ou même Andrei Rublev lors du Roland-Garros 2021. Mais une blessure au pied qu'il s'était occasionnée au début du printemps 2022 lui a fait rater toute la saison sur terre battue, sa meilleure surface, et il chutait donc pour terminer cette saison-là aux alentours de la 150e place mondiale. Jan-Lennard Struff est donc obligé de débuter l'année par un challenger à Canberra, où il atteint la demi-finale. Il poursuit à l'Open d'Australie, où il est contraint de passer par les qualifications, mais il en sort avant d'être battu au premier tour par Tommy Paul. Durant le reste de l'hiver, il atteint encore plusieurs demi-finales en challenger, notamment à Manama ou à Phoenix, mais c'est avec le retour sur terre battue qu'il retrouve vraiment des couleurs. De la TP 1000 de Monte-Carlo, il sort des qualifications et bat des joueurs comme Alex de Minaur ou Casper Ruud avant de s'arrêter en quart de finale. Il fait mieux encore à Madrid, toujours après être sorti des qualifications. Il bat cette fois Ben Shelton, Stefanos Tsitsipas ou Aslan Karatsev et n'est battu qu'en 3-7 serrés par Carlos Alcaraz en finale. Cette double performance lui permet en quelques semaines de repasser de la 100e place au top 30, mais il ne confirme pas à Roland-Garros où il est battu d'entrée par le Tchèque Jiří Lehečka. Il prouve par contre qu'il se débrouille également très bien sur gazon, puisqu'il atteint la finale du tournoi de Stuttgart, la deuxième de sa carrière, après notamment des victoires sur Hubert Hurkacz, un vrai spécialiste. Il atteint alors la 21e place mondiale, son meilleur classement. Malheureusement pour lui, il se blesse à nouveau, cette fois-ci à la hanche, et doit manquer Wimbledon et tous les tournois de l'été. Il revient tout de même pour la saison indoor, et s'il ne brille pas dans les plus grosses épreuves, il atteint tout de même un quart de finale à Zhuhai et une demi-finale à Sofia. À 33 ans, Struff n'a évidemment plus énormément d'années devant lui s'il veut atteindre le top 10, mais s'il ne se blesse pas, et au vu de ses meilleurs résultats cette saison, c'est un objectif tout à fait réalisable.
L'Américain Christopher Eubanks fait lui son entrée dans le top 100 cette saison. Après une brillante carrière sur le circuit universitaire américain et un diplôme en administration des affaires obtenu à l'université Georgia Tech, il se lance sur le circuit en 2017, mais il reste longtemps cantonné sur le circuit Challenger, hormis quelques apparitions lors de tournois ATP, notamment celui d'Atlanta dans sa ville, et ce n'est que lors de sa 6e année professionnelle qu'il explose réellement au grand jour. Il débute tout de même la saison à l'Open d'Australie. C'est en effet lui qui avait obtenu la wildcard attribuée à un joueur américain, et il y franchit le premier tour avant d'être battu par le Tchèque Leka. Il alterne ensuite entre des tournois Challenger et les qualifications de tournois ATP, mais sans grand succès avant le tournoi de Miami. Dans cette ATP 1000, il sort des qualifications et bat quelques très bons joueurs comme Borna Coric ou Adrian Manarino avant de s'arrêter en quart de finale face à Daniil Medvedev. Cette énorme performance lui permet de faire enfin son entrée dans le top 100, mais il doit encore disputer quelques challengers dans les semaines qui suivent, avec notamment une demi-finale en Corée du Sud. Il obtient tout de même sa place dans le tableau final de Roland Garros, mais il est battu d'entrée par Holger Rune en 4-7. Plus à l'aise sur gazon, il sort des qualifications à Stuttgart et à Halle avant de signer son premier succès sur le circuit, à Majorque, en y battant Ben Shelton et de nouveau Adrian Manarino en finale. Pour lancer, il va réaliser l'exploit qui va le faire connaître du grand public en se hissant en quart de finale à Wimbledon, après une magnifique victoire sur Stefanos Tsitsipas en 5-7, et ce n'est également que en 5-7 qu'il est battu par Medvedev en quart. Durant l'été, il enchaîne avec un quart à Atlanta et un 8e à Washington, mais ses résultats suivants sont un petit peu moins bons, et il est notamment battu au deuxième tour de l'US Open par le français Benjamin Bonzi. Son automne est quand même moins bon, puisqu'il ne remporte plus qu'un seul match à Shanghai, avant de perdre ses 4 derniers matchs, notamment à Stockholm, Bâle ou Paris. Doté d'un énorme service et d'un jeu très offensif, Christopher Eubanks va tout de même devoir gagner en régularité s'il veut encore progresser dans ce top 100. Le tennis français s'est cherché quelques années après les retraites ou quasi-retraites de la génération dorée composée de Tsonga, Simon, Gasquet ou Monfils. Mais il y a une nouvelle très belle génération qui s'annonce avec les joueurs nés entre 2004 et 2006. Et le plus prometteur d'entre eux semble pour l'instant être Arthur Fils. 3e mondial chez les juniors en 2021 après notamment une très belle victoire à l'Orange Bowl. Il n'a pas traîné en chemin avant de rejoindre le top 100 mondial. Après quelques bons résultats en futur et en challenger, il dispute son tout premier tournoi ATP à Paris, fin 2022. À cette occasion, il sort des qualifications en battant notamment Fabio Fognini avant de perdre au premier tour du tableau final face au même joueur qui avait été repêché. C'est ainsi que 251e mondial lorsqu'il débute sa saison 2023, et dès la première semaine, il remporte son premier titre en challenger face à notre compatriote Joris Delors à Oeiras. Il enchaîne avec une finale toujours en challenger à Quimper avant de disputer son deuxième tournoi ATP à Montpellier où il se hisse cette fois en demi-finale, suite notamment à une très belle victoire sur Richard Gasquet. À Marseille où il atteint de nouveau la demi-finale après des victoires sur Safiullin ou Wawrinka, puis il alterne entre les qualifications des tournois ATP et encore quelques challengers. Il perd notamment en quart de finale de celui d'Aix-en-Provence face à David Goffin, mais passe un tour lors de la ATP 1000 de Rome où il était sorti des qualifications. Fin mai, il remporte son tout premier tournoi ATP à Lyon, notamment en battant l'Argentin Francisco Cerundolo en finale. Entré dans le top 100 quelques semaines plus tôt, il peut disputer les tournois de Roland Garros et de Wimbledon, mais il y est chaque fois battu dès le premier tour par le même joueur, Alejandro Davidovich Fokina. En juillet, Arthur Fils obtient son premier succès face à un top 10, Casper Ruud, en quart de finale de Hambourg, avant d'être battu par Alexander Zverev, et il franchit pour la première fois un tour en Grand Chelem à l'US Open, en battant Talon Griekspoor en 5-7. En fin d'année, il franchit encore 2 tours à l'ATP 1000 de Shanghai, en prenant notamment sa revanche face à Davidovich Fokina. Il obtient son deuxième succès face à un top 10 à Anvers, en battant Stefanos Tsitsipas en demi-finale, avant de perdre contre Alexander Bublik. En fin d'année, Arthur Fils dispute l'ATP Finals de Next Gen. Archi favori, il atteint la finale assez facilement, mais il y est surpris par le Serbe Amad Medjedovic. Bon, de plus de 200 places, le Français réalise certainement la progression la plus étonnante de cette saison, et à 19 ans, il n'est pas prêt de s'arrêter là. L'Australie aussi se cherche une nouvelle génération, et ce depuis bien plus longtemps, puisque après l'ère de Hewitt, Rafter ou Philippoussis, il n'y a plus grand monde et les premiers rôles sur le grand circuit. Et il faut bien dire qu'on ne s'attendait pas forcément à la progression fulgurante de Max Purcell cette année. Le joueur de 25 ans avait jusqu'ici surtout brillé en double, atteignant les finales de l'Open d'Australie en 2020 et 2022, et surtout en s'imposant à Wimbledon en 2022 également. Simple par contre, il s'était surtout illustré sur le circuit Challenger. Sur le circuit ATP, il avait tout de même atteint une demi-finale en 2021 lors du tournoi d'Eastbourne.
20e mondial au début de la saison, il n'obtient pas d'invitation pour l'Open d'Australie, mais sort des qualifications avant d'être battu au premier tour par Emil Ruusuvuori. Il prend ensuite le chemin de l'Inde où il réalise un magnifique triplé en Challenger pour remporter donc 3 titres consécutifs à Chennai, à Bengaluru et à Pune. Cette magnifique série lui permet déjà de faire son entrée dans le top 100, mais il atteint encore 3 autres finales en Challenger, à Lille, puis à Guangzhou et à Busan. Il prend finalement part aux internationaux de France à Roland-Garros et franchit même le premier tour pour la première fois de sa carrière en Grand Chelem face à son compatriote Jordan Thompson. Par contre, à Wimbledon, il a la malchance de tomber d'entrée face à Andrei Rublev. Le juillet, il dispute vraiment tous les tournois du circuit ATP, mais il commence par 3 défaites d'entrée, avant de bien se reprendre en août, où il sort des qualifications à Toronto et à Cincinnati. Dans l'Ohio, il se paye le scalp de Casper Ruud, son premier top 10, avant de battre encore Stan Wawrinka et de ne perdre qu'en 3-7 face à Carlos Alcaraz en quart de finale. Encore quart de finaliste à Winston-Salem la semaine suivante, il perd par contre au premier tour de l'US Open face à son compatriote Christopher O'Connell. Sa fin de saison est par contre nettement moins bonne puisqu'il ne remporte que 2 matchs en 7 tournois durant la tournée indoor. Reconnaissable à sa coupe mulet, plutôt atypique pour un joueur de son âge, Max Purcell finit tout de même la saison dans le top 50, et, à 25 ans, espérait grimper bien plus haut, en simple cette fois. Il n'est probablement pas vraiment nécessaire de vous présenter Elina Svitolina, notre première sélectionnée chez les filles. L'Ukrainienne de 29 ans n'est en effet pas une inconnue sur le circuit, loin de là. Elle a en effet longtemps fait partie du top 10 et a même été 3e mondiale en 2017. Avant cette année, elle avait également remporté 16 titres, dont 4 WTA 1000 et surtout le Masters en 2018. Et elle avait atteint 2 demi-finales en Grand Chelem et 6 autres quarts. Et elle avait déjà un petit peu reculé en 2021. C'est en raison d'un heureux événement qu'elle s'est arrêtée après 3 mois de jeu en 2022. Avec son mari Gaël Monfils, ils ont en effet annoncé qu'ils attendaient un heureux événement, et c'est le 15 octobre 2022 que naît leur petite fille. Elina n'a toutefois pas décidé pour autant d'arrêter sa carrière, et elle revient sur le circuit dès le mois d'avril. Après quelques résultats en demi-teinte, elle atteint les demi-finales d'un WTA 125 à Saint-Malo, puis remporte le 17e tournoi de sa carrière au WTA 250 de Strasbourg. Dans la foulée, elle réalise un superbe résultat à Roland-Garros, où elle se hisse en quart de finale, après avoir battu Daria Kasatkina 9e mondiale, et ce n'est que Aryna Sabalenka qui met un terme à son parcours. Elle fait mieux encore à Wimbledon puisqu'elle domine notamment Venus Williams, Elise Mertens, Victoria Azarenka et surtout Iga Swiatek pour se hisser en demi-finale. Elle est vaincue en 2-7 par la future gagnante Marketa Vondrousova. Ce résultat lui permet déjà de faire son retour dans le top 30 et elle enchaîne encore avec un quart de finale à Washington où elle bat à nouveau Azarenka et Kasatkina. Après un 3e tour à l'US Open, elle décide toutefois de mettre un terme à sa saison. Elina Svitolina n'a pas vraiment indiqué de raison pour cette nouvelle pause, même si sa vie avec un petit bébé est difficile à gérer, d'autant plus avec la situation de sa famille dans son pays en guerre, elle ne semble pas prête à raccrocher ses raquettes. En ce qui concerne notre deuxième sélectionnée Emma Navarro, il s'agit d'une première entrée dans le top 100. L'américaine a tout de même été 3e mondiale chez les juniors, après notamment une finale à Roland-Garros en 2019. Et sans brûler les étapes, elle a tout de même progressé régulièrement durant les 3 années qui ont suivi, obtenant d'assez bons résultats sur le circuit ITF. 150e mondiale au début de la saison, elle décide de ne pas effectuer la tournée australienne pour se concentrer encore sur le circuit ITF. Et d'ailleurs, elle commence par une victoire lors d'un 25 000 $ à Naples, avant d'atteindre la finale d'un 60 000 $ à Vero Beach. Battue alors par notre compatriote Marie Benoît, elle obtient tout de même des invitations pour disputer les tournois en Amérique du Nord durant la fin de l'hiver et le début du printemps. Et elle parvient même à franchir le premier tour tant à Monterrey qu'à Indian Wells. C'est une double victoire en ITF lors du 100 000 $ de Charleston et du 60 000 $ de Charlottesville qui lui permettent de faire son entrée dans le top 100. En mai, elle atteint son premier quart de finale en WTA 250 à Strasbourg, avant de franchir pour la première fois de sa carrière un tour en Grand Chelem à Roland-Garros. Elle réalise une belle tournée sur gazon puisqu'elle atteint tout de même la finale d'un gros 100 000 $ à Ilkley avant de se hisser en demi-finale du WTA 250 de Bad-Homburg. Mais elle est par contre battue d'entrée à Wimbledon. L'américaine atteint encore une finale en WTA 125 à Bastad, puis un quart au WTA 250 de Palerme. Mais la tournée sur dur dans son pays débute plutôt mal puisqu'elle s'incline d'entrée à Cincinnati, à Cleveland et à l'US Open. Elle conclut par contre cette tournée par une très bonne note à San Diego pour un WTA 500
où elle sort des qualifications et bat notamment Maria Sakkari avant d'être éliminée en demi-finale par Sofia Kenin. En toute fin de saison, elle remporte encore 2 tournois ITF, le 80 000 $ de Tyler et le 100 000 $ de Charleston. Âgée de seulement 22 ans, elle va pouvoir désormais se consacrer entièrement au circuit WTA, avec pas mal d'ambition certainement. La troisième joueuse de notre sélection est également une américaine, de la même génération puisque Peyton Stearns a également 22 ans, mais au parcours bien différent puisqu'elle a préféré choisir le circuit universitaire au lieu de se lancer directement sur les tournois ITF. Elle remporte d'ailleurs les championnats universitaires américains durant l'été 2022, ce qui lui permet d'obtenir une wildcard pour l'US Open, où elle n'est battue que 7-5 au dernier set par Yekaterina Alexandrova. Peyton décide alors de donner la priorité au tennis, et dès la première semaine de l'année 2023, elle atteint la finale du 25 000 $ de Naples, où elle est battue par Navarro. Quelques semaines plus tard, elle va tout de même remporter le 25 000 $ d'Orlando, puis surtout le 60 000 $ de Rome en Géorgie. Ces performances vont lui permettre d'obtenir une invitation pour le tournoi WTA 250 d'Austin, où elle remporte son tout premier match sur le grand circuit, et se hisse même en quart de finale. Elle fera mieux encore quelques semaines plus tard sur la terre battue de Bogota, où elle ne s'arrêtera qu'en finale, et un 3-7 face à l'Allemande Tatiana Maria. Après une défaite en finale du 100 000 $ de Charleston contre Emma Navarro, elle atteint un nouveau quart de finale en WTA 250 à Rabat. Ce très bon début de saison lui permet d'ailleurs de rentrer directement dans le tableau final de Roland Garros, et elle y franchit même 2 tours, éliminant notamment l'ancienne gagnante Jelena Ostapenko. Moins à l'aise sur gazon que Navarro, elle va perdre d'entrée à Wimbledon, mais tout de même face à la future gagnante Marketa Vondrousova. Durant l'été, elle va à plusieurs reprises sortir des qualifications dans les tournois WTA, mais elle connaîtra vraiment son meilleur résultat à l'US Open, où elle passe 3 tours avant d'être à nouveau battue par Marketa Vondrousova, mais cette fois-ci en 3-7 serrés. Elle connaît toutefois une fin de saison plus difficile puisqu'elle ne remporte plus de matchs sur le grand circuit. Et Peyton font en tout cas partie d'une nouvelle génération de joueuses américaines, avec notamment également Alicia Parks, dont on vous a déjà parlé l'an dernier, ou encore la toute jeune Ashlyn Kruger. En tout, c'est pas moins de 17 joueuses de ce pays qui font désormais partie du top 100. Notre quatrième joueuse sélectionnée est la Russe Mira Andreeva, l'une des joueuses les plus prometteuses qui représente certainement l'avenir du tennis féminin. Elle se révèle sur le circuit junior en 2021 en remportant 50 victoires et en terminant 14e mondial alors qu'elle n'a toujours que 14 ans. Et elle joue encore sur ce circuit en ce début d'année. Elle atteint d'ailleurs la finale de l'Open d'Australie. Et chez les grandes, elle a déjà atteint le top 300 grâce à une belle victoire dans un ETF de 60 000 $ au mois de novembre 2022. C'est en avril 2023 qu'elle décide de disputer ses premiers tournois chez les grandes, et dès sa première apparition, elle enchaîne 2 victoires dans des 60 000 $ en Suisse à Chiasso et à Bellinzona, tient ensuite une invitation pour le WTA 1000 de Madrid, et elle se hisse en 8e de finale, en battant notamment 2 joueuses du top 20, Magda Linette et Beatrice Adanmaia. Elle sort alors des qualifications à Roland Garros et signe 2 belle victoire dans le tableau final, avant de ne perdre qu'en 3-7 face à Coco Gauff. La Russe confirme dès Wimbledon, où elle sort à nouveau des qualifications et gagne cette fois 3 matchs, notamment en bénéficiant de l'abandon de Barbora Krejcikova, avant de perdre à nouveau en 3-7 très serré face à Madison Keys. Durant l'été, elle gagne encore quelques matchs de ci de là, et notamment au premier tour de l'US Open. Au deuxième, elle retrouve Coco Gauff, mais cette fois, elle est battue en 2-7. En octobre, elle se qualifie à nouveau pour le WTA 1000 de Pékin, et elle y franchit 2 tours, en battant cette fois Barbora Krejcikova à la régulière, et en ne perdant qu'en 3-7 face à Elena Rybakina. Mira a une grande sœur également très prometteuse, qui s'appelle Erika, et qui est tout de même 112e mondiale à 19 ans. Les 2 jeunes filles originaires de Sochi s'entraînent en France depuis 1 an. Qui sait, le circuit pourrait très bien se résumer dans quelques années à un duel entre les sœurs Andreeva et les sœurs Fruvirtova, 2 jeunes joueuses tchèques également très prometteuses. Dans la vidéo précédente, je vous parlais de la très belle génération de jeunes joueuses chinoises. À Qin Wenzheng et à Xinyu Wang, on peut également ajouter la nouvelle venue Bai Zhuang. Cette dernière avait atteint le top 10 chez les juniors, réalisant ses meilleures performances sur le circuit asiatique et atteignant tout de même une demi-finale à l'Open d'Australie en 2020. Chez les adultes, par contre, elle s'était surtout illustrée dans des petits tournois ITF, en remportant notamment 8, 6, 15 000 $ et 2, 25 000 $ avant cette saison. En ce début de saison 2023, elle atteint encore 2 finales en 25 000 $ en mars, puis en remporte 2 autres, l'un à Jakarta, l'autre en Géorgie, au début du printemps.
Elle atteint ensuite encore un demi-finale dans un 60 000 $ à Madrid au mois de juin, avant de réaliser sa première belle performance sur le grand circuit à Wimbledon. Dans le Grand Chelem londonien, elle sort en effet des qualifications avant de battre Iseline Bonaventure au premier tour. Elle se frotte ensuite à Ons Jabeur, mais la différence est encore très sensible puisqu'elle ne prend que 2 jeux. Après une nouvelle demi-finale ITF aux 100 000 $ de Victoria Gasteiz, elle atteint les quarts de finale dans un WTA 125 à Stanford au mois d'août, et elle réalise encore quelques belles performances durant la tournée asiatique, passant notamment un tour à Guangzhou et à Zhengzhou. En fin d'année, elle remporte encore 2 succès très significatifs dans des 100 000 $ à Shenzhen et à Takasaki. Désormais 88e mondiale, Bai Zhaozhan doit encore tout prouver sur le grand circuit, mais à 21 ans et avec très peu de points à défendre en début d'année, elle peut vraiment voir l'avenir avec le sourire.